Donc bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous avoir parmi nous pour ce webinaire de présentation de la coalition 1000 Ocean Startups dont Respect Océan est membre et de l'outil Océan Impact Navigator. Donc aujourd'hui, pour vous présenter la coalition et l'outil, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Christian Lim et Adrien Vincent qui vont prendre quelques minutes pour se présenter au début de leur présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans la fenêtre de dialogue pendant toute la durée de la présentation. Et nous aurons donc 2 sessions de questions-réponses, une après la présentation de la coalition et une autre après la présentation de l'Océan Impact Navigator. Donc, merci encore à tous pour l'intérêt porté à ce webinaire puisque vous êtes nombreux à être inscrits aujourd'hui. Et je laisse maintenant la parole à Christian pour la présentation de la coalition. Voilà. Bon webinaire à tous. Merci Aurélie, bonjour à tout le monde. Et merci voilà, de vous joindre à nous. Merci à Respect Océan d'avoir organisé cette session et de nous avoir invités, Adrien et moi. Je suis donc Christian, co-directeur du fonds Blue Ocean de Swan Capital Partners. C'est un fonds de venture capital qui investit dans les innovations pour la régénération de la santé de l'océan. C'est un fonds qu'on a créé en partenariat scientifique avec Ifremer et qui gère aujourd'hui 170 millions d'euros et investit dans 9 sociétés depuis sa création il y a à peu près 2 ans maintenant. Je suis aussi aujourd'hui co-chair du Steering Committee de 1000 Ocean Startups. Aujourd'hui, je vous présente la coalition dans son ensemble. Alors, j'essaye de passer à la slide suivante. Voilà, c'est une coalition qui réunit l'ensemble des organisations qui soutiennent les startups de l'océan. Dans le monde, on a des incubateurs, des accélérateurs, des compétitions, des plateformes de matching entre investisseurs et startups, et on a des fonds de venture capital comme Blue Ocean. On a des membres du monde entier, hein, de France, comme Respect Océan, mais aussi d'Afrique du Sud, avec Ocean Hub Africa, de Norvège, avec Catapult, d'Australie, avec Ocean Impact Organization, ou des États-Unis, avec Sustainable Ocean Alliance. Et notre vision, c'est en fait de rendre mainstream l'écosystème pour l'innovation et l'impact positif sur l'océan. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on voudrait voir, c'est un écosystème qui soit aussi voilà, mature, en tout cas qu'aujourd'hui, l'écosystème autour des innovations pour lutter contre le changement climatique, par exemple, et donc avec des investisseurs institutionnels qui investissent dans ce domaine, et que donc ce ne soit plus un domaine niche. Pour ce faire, pour réaliser notre vision, en fait, on a 2 programmes de travail. Le premier, c'est de créer des synergies au sein de l'écosystème et de construire, en fait, soutenir le développement de l'écosystème en construisant, par exemple, des infrastructures, ce qu'on appelle des infrastructures de marché, et dont on va avoir un exemple comme avec l'Ocean Impact Navigator aujourd'hui. Et puis le deuxième outil qu'on utilise, c'est en fait ce qu'on appelle le programme de travail Inspire. Donc c'est en fait l'idée, c'est de mieux faire connaître le travail fantastique que font les acteurs de cet écosystème, que ce soit les startups, les incubateurs, accélérateurs et autres, et qu'on partage en fait avec le plus grand nombre les succès de notre écosystème. Et la façon en fait dont on essaye de cristalliser ce travail, ces objectifs, c'est en se donnant un objectif commun de soutenir au moins 1000 startups pour l'océan
d'ici la fin de la décade, de la décennie de la science pour l'océan des Nations Unies. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait. On a été créé donc en mai 2021. Et donc on est assez jeune hein, finalement. Et par contre, le développement a été très rapide. Dès le début, en fait, on a été, enfin, la coalition a été reconnue comme, le partenaire pour l'innovation de l'Ocean Panel, donc ce groupe de chefs d'État qui ont proposé en 2021 justement un nouvel agenda pour l'océan, donc qui regroupe, les chefs d'État des États-Unis, du Canada, de la France, du Portugal et autres pays. Et puis, on a été aussi reconnu comme en fait, une contribution à la décennie de la science pour l'océan des Nations Unies. Et on a essayé de faire du travail concret dès le début. Et je pense que c'est ce qui a contribué peut-être à cette reconnaissance. Et notamment, on a pu lancer en juin le Ocean Impact Navigator, dont Adrien va parler, à la conférence en fait, pour l'océan des Nations Unies à Lisbonne, donc en juin de l'année dernière. Et en fait aussi, ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière, donc en octobre, c'est que la coalition en fait a créé un secrétariat au sein du World Economic Forum. Voilà. Donc on est encore en structuration, hein, puisqu'on est très jeune, mais les choses vont assez vite et on essaye voilà, d'avancer sur nos programmes pour créer de la valeur pour nos membres et les startups que nos membres soutiennent. Donc, après vous avoir donné un peu une vision de ce qu'on fait, je voulais aussi vous partager avec vous quelques éléments qui illustrent la dynamique de la coalition. Donc, déjà, le nombre de membres augmente assez significativement. On est passé de 25 membres à 31 membres voilà, dans l'année sur les 12 derniers mois. On a aussi, en fait, et alors là, c'est plus au niveau de l'écosystème, hein, on ne parle pas que de la coalition, mais on voit quand même qu'il y a une forte croissance de l'activité, notamment avec des montants gérés par les fonds qui investissent pour l'océan qui ont beaucoup augmenté. On est passé de 0,2 enfin voilà 0,2 milliard à 1,2 milliard, 0,2 milliard en 2018 à 1,2 milliard en 2022, hein, donc 6 fois plus. Donc on est quand même sur une dynamique assez forte. Et alors si on regarde aussi, donc pardon, je crois que j'ai cliqué trop vite. Ce qu'on voit, c'est que le nombre de startups donc, dans ce domaine est aussi en train d'augmenter très vite. On est passé de 1000 startups à presque 2000 en 2021. Et je suis désolé, il n'y a pas la source, mais la source, je crois que c'est un rapport de Catapulte et avec une présentation reprise voilà, faite par Systemic. Je fais attention parce qu'Adrien est là, et donc faut que je… voilà, et on voit aussi que ce phénomène en fait, est présent sur toute la planète. Hein. On a quand même mais avec peut-être un leadership, si vous voulez, de l'Europe qui représente 52% des startups dans cette base de données. Voilà. Et si on regarde de plus près en fait les startups qui ont été soutenues par les membres de 1000 Ocean Startups, on voit qu'on est passé de 168 en 2021 à 330 cette année. Alors, donc on fait le point à mai, parce qu'on a été lancé en mai. Donc, voilà, et que ces startups-là sont présentes, voilà, travaillent sur tous les volets, sur tous les facteurs, en fait, apportent des solutions sur tous les facteurs de pression sur l'océan, que ce soit voilà, la production de nourriture à partir de l'océan de façon durable, ou que ce soit la lutte contre le changement climatique par la décarbonisation du transport maritime, par exemple, ou les énergies maritimes. Et voilà, je voulais aussi vous parler de la gouvernance de 1000 Ocean Startups. Vraiment, on a essayé de construire une gouvernance qui s'appuie sur 3 grands principes.
La transparence, donc par exemple, toutes les minutes de toutes les réunions sont partagées avec tous les membres, qui soient inclusives aussi. Donc, par exemple, on a un système où le steering committee il y a un système de rotation du steering committee. Donc, en fait, il a été calculé pour que tous les membres puissent devenir membres du steering committee à un moment, et puis de façon aussi indépendante. Donc, on a des financeurs, hein, mais par exemple, ces financeurs ne sont pas présentés de façon proéminente dans nos rapports ou sur notre site web, et ils n'ont pas de pouvoir dans les organes de décision. Donc, voilà. Et donc, la gouvernance, elle s'articule autour déjà, elle s'appuie sur les membres vraiment qui sont le socle. Il y a une assemblée générale, il y a des groupes de travail, notamment sur le navigateur, qui sont constitués de membres. Il y a un secrétariat qui s'appelle The Lighthouse, qui permet de coordonner les opérations, et il y a un steering committee dont je fais partie, mais qui comprend des membres, par exemple, aussi de Builders Vision aux États-Unis, de Conservation International aux États-Unis aussi, Ocean Hub Africa en Afrique, Catapult en Norvège, et qui travaille sur la direction stratégique. Et puis, nous avons une charte qui est aussi disponible sur le site web, qui en fait qui décrit la gouvernance justement, et qui est disponible pour le public. Voilà. Et enfin, voilà, je voulais présenter nos activités. Donc, on a voilà, qui sont de deux types, hein, comme je l'avais dit, construire des synergies, et puis essayer d'inspirer à contribuer au travail de la coalition et de cet écosystème. Ce travail prend différentes formes. Donc, on a des working groups, des groupes de travail. On a celui qui a travaillé et qui continue à travailler sur le Ocean Impact Navigator. On a, par exemple, aussi un groupe qui travaille sur comment on peut partager du pipeline. Voilà. On a aussi de la communication à travers un newsletter qui va juste être… La première va être envoyée dans le mois qui vient. Donc, vous voyez, comme je vous le dis, on est encore en train de se structurer. Et puis, et qui va pouvoir partager les nouvelles de l'écosystème, donc vos nouvelles aussi, tous les partenaires de Respect Océan et membres de Respect Océan. On a aussi, voilà, on essaie de renforcer les liens au sein de la coalition et des partenaires de la coalition. Donc, on va créer notamment un événement où on va essayer de se réunir à New York, pendant la New York Climate Week. Donc, ça, c'est en septembre. Et puis, on a développé des partenariats aussi, par exemple avec Monaco Innovators Platform. Donc, on va normalement, voilà, on est déjà partenaire, mais devrait devenir le partenaire officiel sur des sujets d'innovation. Voilà, sous réserve que les détails de l'accord soient conclus, mais en tout cas, c'est une direction qu'on prend. Voilà, et je disais que c'était la dernière slide, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, je voulais aussi conclure par voilà, clarifier certains points et puis voir comment on peut travailler ensemble. Donc, la première, c'est que je voudrais clarifier que les startups ne sont pas des membres de 1000 Ocean Startups. Les membres sont vraiment les acteurs comme Respect Océan, donc qui fédèrent, ou des fonds d'investissement. Cependant, les startups sont la raison pour laquelle on a créé 1000 Ocean Startups. Donc, au final, en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir créer le plus de valeur possible pour vous, les startups. Et donc, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on reconnaît en fait les startups qui sont appuyées par les membres de 1000 Ocean Startups sur le site de 1000 Ocean Startups. Qu'on a développé le navigator pour vous aussi, pour que vous puissiez l'utiliser et que vous puissiez nous donner et on apprécierait un feedback de votre part en tant qu'utilisateur sur le navigator. On essaye de vous inviter le maximum aux événements. Alors, on ne peut pas inviter tout le monde, hein. Il y a 330 startups qui sont membres, mais à chaque fois, on essaye, encore une fois, de façon rotationnelle, on essaye d'inviter le plus de startups possible, notamment au Monaco Ocean Innovators Platform, par exemple. Et on essaye de parler de vos nouvelles, de vos actualités dans nos communications et à nos événements.
l'interaction entre les startups et 1000 Ocean Startups se fait surtout à travers les membres. Donc, par exemple, pour vous, ça pourrait être à travers Respect Océan. Mais une interaction directe est aussi possible. Vous pouvez écrire directement à 1000 Ocean Startups. Et voilà, comme je vous le disais, on est là pour créer de la valeur pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir ce qu'on peut faire pour être des meilleurs partenaires pour vous. Voilà, merci. Et avec ça, je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation très claire. Donc, il y a quelques questions qui ont trouvé réponse dans la fenêtre de discussion. Si vous avez des questions pour Christian sur la coalition, n'hésitez pas à les indiquer dans la fenêtre de discussion avant qu'on passe à la deuxième partie qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la présentation de l'outil Océan Impact Navigator. Il y a des questions plutôt liées à Blue Ocean, mais Marine, je vous laisserai voir ça directement avec Christian. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Nous allons voir s'il y a des questions aussi sur LinkedIn, puisque l'événement est rediffusé en direct en même temps sur LinkedIn. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions reliées directement au sujet. Nous avons d'autres questions, mais pas reliées directement au sujet. Donc, si vous avez des questions sur cette coalition, n'hésitez pas à nous les indiquer. On aura une deuxième session de questions et réponses à la fin. Donc, de ce fait, vous pourrez aussi les poser à ce moment-là. Et on va du coup maintenant laisser la parole à Adrien pour la présentation de l'outil Ocean Impact Navigator. Merci Aurélie, merci Christian, bonjour à tous. Moi je m'appelle Adrien Vincent, je travaille maintenant en tant que consultant indépendant et ça fait maintenant presque 1 an et demi que je collabore avec la coalition Southern Ocean Startup, notamment dans le cadre du développement de cet Ocean Impact Navigator dont je vais vous parler aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités aussi liées aux océans, à l'innovation et à la science. Alors rapidement, Christian vous a parlé des différentes activités de la coalition. Et c'est vrai que depuis la création de la coalition, il y avait ce sujet de la mesure et du reporting d'impact qui revenait régulièrement dans les discussions. Et donc, on a formalisé ça avec un questionnaire auprès des membres de la coalition au printemps de l'année dernière, en leur posant notamment 3 grandes questions. Première question sur l'importance d'avoir une méthodologie commune pour ces membres de l'écosystème Innovation Océan. Une deuxième question pour savoir à quel niveau de développement était chacune des organisations en termes de méthodologie, de mesure et de reporting d'impact. Et une dernière question sur la volonté des membres pour avoir une méthodologie commune développée par la coalition. Et les réponses à ces 3 questions ont été assez claires et sans appel. Sur l'importance d'avoir une méthodologie commune, on a 100% qui disent que c'est à minima important, voire critique. Sur le niveau de développement, on se rend compte que la plupart des membres étaient à peine en train d'émerger ou en tout cas avaient une méthodologie incomplète, mais il n'y en a aucun qui était capable de dire il y a 1 an et demi qu'ils étaient déjà 100% opérationnels. Et en revanche, et c'est pour ça que ça nous a motivés à lancer Navigator, il y avait une volonté partagée d'aller travailler sur une méthodologie commune, et ceux qui avaient déjà une base étaient signalés qu'ils étaient partants pour s'adapter, voire complètement s'aligner sur la nouvelle méthode. Donc, fort de ce constat, on a décidé, la coalition Southern Ocean Startup a décidé de développer un framework commun de KPI, de mesure d'impact pour les startups océans. Et c'était un travail collaboratif. Donc, Christian parlait des groupes de travail. Donc là, dans ce groupe de travail-là, on avait plusieurs membres qui étaient impliqués. Et donc là, c'est intéressant parce que ça montre la diversité des acteurs dans la coalition. Donc, à la fois des investisseurs, mais avec un profil plus philanthropique comme Builders Visions ou CI Ventures. Certains avec un profil plus accélération comme Catapulte Océan ou Ocean Hub Africa. Et d'autres avec un profil plus fonds de capital risque, entre guillemets, plus classique, même si à impact, comme CEhead ou Sven. Et aussi partenaire scientifique avec Geos. Donc, c'était vraiment un travail qu'on a fait main dans la main avec tous ces membres. On a travaillé pendant 6 mois ensemble en se voyant quasiment toutes les semaines pour amener à la publication d'un rapport en juin 2022 lors de la conférence des Nations Unies qui a pris place à Lisbonne l'année dernière.
concrètement, dans ce rapport, donc, que je vous invite d'ailleurs à télécharger, il est disponible sur le site de la coalition, la première chose, ça a été de faire un peu un état des lieux de qu'est-ce qui se faisait en termes de mesures d'impact et qu'est-ce qu'on pouvait réutiliser pour éviter de réinventer la roue ou encore pire, de dupliquer ce qui était déjà fait. Donc, la première chose, ça a été un peu de clarifier tous ces sujets, toutes ces initiatives en cours qui ont en lien avec la mesure et le reporting de l'impact. Et donc là, on a d'abord structuré une grille d'analyse en se rendant compte qu'en fait, il y avait toutes sortes d'outils disponibles, mais qui avaient tous une approche un petit peu différente. Certains qui étaient plus sur de la théorie ou du concept très général, mais qui n'étaient pas forcément très opérationnels. D'autres qui présentaient des frameworks sur comment mesurer l'impact, d'autres qui proposent des standards, d'autres qui proposent des méthodologies ou des outils pour mieux comprendre comment mesurer son impact, certains qui apportent de la data, aussi pas mal de coalitions et d'initiatives qui sont plutôt là dans le partage de bonnes pratiques. Et donc, quand on a regardé un peu ce qui se faisait pour les océans, on a mappé un certain nombre d'initiatives par rapport à cette grille d'analyse, en se rendant compte que voilà, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans l'écosystème. Et donc, on invite tout le monde à utiliser la diversité de ces outils, mais simplement, ils répondent à des questions différentes. Et la question critique pour la coalition était qu'on voulait un référentiel de mesure d'impact dans le sens d'avoir un nombre de KPI clairement identifiés, très opérationnels, sur lesquels toutes les startups de cet écosystème pourraient reporter de manière harmonisée et standardisée. Et ça, on ne l'a pas trouvé existant tel quel, adapté à des startups dans notre mapping de l'écosystème. Donc, l'objectif de cet impact, ce KPI, ce framework de mesure d'impact de l'Ocean Impact Navigator, il y avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'est pour aider notamment les fonds d'investissement ou les accélérateurs lorsqu'ils font leur due diligence pour revoir la performance des entreprises dans lesquelles ils vont potentiellement investir ou potentiellement qu'ils vont accélérer, les aider à mesurer et à évaluer l'impact de ces entreprises avant même de devenir des partenaires. Deuxième objectif, c'était d'avoir un outil qui permet d'agréger l'impact de plusieurs startups avec des KPI communs et partagés, qui permet de communiquer à l'échelle de l'industrie sur l'impact agrégé de toutes ces initiatives. Et le dernier élément, et ça c'est un autre élément qu'on avait entendu de la part des startups qui faisaient partie de cet écosystème, c'est que pour eux, c'était une activité assez chronophage parce que la plupart de leurs investisseurs leur demandaient potentiellement des reportings différents. Donc, l'objectif, c'est aussi de simplifier la vie des startups et les laisser se focaliser sur leur core business en ayant la plupart de leurs investisseurs, si ce n'est la totalité de leurs investisseurs, qui leur demandent de reporter sur les mêmes indicateurs. Donc, pour réussir à atteindre ces 3 objectifs, on s'était fixé 4 caractéristiques ou 4 critères qu'on voulait pour cet Ocean Impact Navigator. La première chose, on voulait qu'il soit robuste, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce qui existe déjà et ce qui est déjà recommandé d'un point de vue scientifique et dans toutes les bonnes pratiques, notamment des différents outils que je vous ai présentés il y a quelques slides. On voulait que ça soit accessible et dans le sens accessible, dans le sens flexible, parce que Christian a déjà parlé un peu des différents secteurs qui sont intégrés quand on parle de cet écosystème innovation océan. C'est aussi varié que des boîtes qui font des projets dans l'écotourisme, que dans la data, dans le shipping, dans la pêche, dans l'aquaculture. Donc, on voulait que ça soit accessible et adaptable à ces différents contextes et ces différentes industries. Le troisième point, pour moi, il est critique. C'est que la grosse majorité, si ce n'est la totalité des startups qui font partie de cet écosystème, elles ont commencé leur activité avec une volonté claire d'avoir un impact positif. Le mandat pour la grande majorité de ces startups, c'est de contribuer positivement à la restauration de la santé des océans. Et donc, c'est d'améliorer les choses. Et la plupart des frameworks et des indicateurs de mesure d'impact qu'on trouvait existants étaient plutôt dans une logique de faire moins pire, de faire moins mal. Et donc là, on voulait vraiment que ce framework mette en valeur des actions positives plutôt que simplement mesurer comment une activité réduit son impact négatif. Donc, c'est vraiment en termes de mentalité un peu un changement de paradigme. Et la dernière chose, on voulait que ça soit pratique et pragmatique, c'est-à-dire qu'on a accepté dès le départ que ça ne serait jamais un framework complètement exhaustif, mais au moins en se focalisant sur
Donc je vais vous en parler dans un instant, mais sur une trentaine de KPI, ça permettait d'avoir une couverture assez large de la diversité de l'écosystème, tout en restant facilement accessible, facilement travaillable, ce qu'on n'aurait pas eu avec 200 KPI comme on a dans certaines bases de données. Et la dernière chose, dans ce côté pragmatique, c'est que pour chacun des KPI qu'on a sélectionnés, on a développé des annexes techniques qui permettent vraiment de prendre les entreprises par la main pour leur expliquer vraiment la méthode, les bonnes pratiques, les recommandations pour produire des résultats chiffrés sur ces KPI. Donc concrètement, cet Ocean Impact Navigator, à quoi ça ressemble? Donc c'est un framework qui est structuré en 6 grandes catégories d'impact. On en a 3 qui sont autour de ce qu'on a appelé une orientation directe sur la santé des océans. Donc là, c'est avant tout, c'est tout ce qui va aider l'océan aider à réduire les pressions sur les océans et aider à le régénérer hors changement climatique. Donc, on a une première partie sur tout ce qui est gestion durable de la ressource. Donc, c'est toutes les solutions contre la surexploitation de l'océan. Donc là, autour de la pêche durable, l'aquaculture durable, etc. On a une deuxième partie qu'on a appelée un océan propre. C'est autour des solutions contre la pollution, enfin contre les pollutions. Donc là, on va couvrir des pollutions variées comme pollution plastique, pollution nitrate, phosphate, métaux lourds et même d'autres types de pollution comme pollution sonore. Et la troisième sous-catégorie dans ce premier bloc, c'est tout ce qui est autour de la restauration des habitats et des écosystèmes. Donc tout ce qui est lié à la dégradation, à la destruction des écosystèmes comme les récifs coralliens, les mangroves, les forêts sauvages d'algues, etc. Ensuite, on a un deuxième grand bloc autour du changement climatique, que là, on a divisé en 2 sous-parties. Une partie qui est autour de la réduction des gaz à effet de serre, donc à la fois sous forme de, pardon, je n'ai pas le mot en français, mais de mitigation, donc comment réduire les émissions de CO2, notamment dans les industries conventionnelles, mais aussi tout ce qui commence à apparaître autour de la séquestration. Et le deuxième bloc, il est plus sur l'adaptation. Donc, comment aider des communautés locales et côtières à s'adapter et à être moins vulnérables à ce changement climatique, notamment, enfin plutôt aux conséquences du changement climatique, à savoir montée des eaux, augmentation des événements extrêmes, acidification de l'océan, etc. Et ensuite, on a notre 6e bloc qui là est transverse, qui est autour de tout ce qui est socio-économique, donc tous les impacts socio-économiques de ces startups. Vous voyez en bas une dernière ligne qu'on a appelée l'orientation biodiversité. Donc, dans l'idéal, on aurait adoré proposer des KPI autour de la biodiversité, mais au moment où on a développé l'Ocean Impact Navigator, on a fait vraiment une revue de la littérature existante, on a parlé à pas mal d'experts. On se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de consensus sur quels seraient des KPI quantifiés, quantifiables, qui feraient consensus pour mesurer des impacts par rapport à la biodiversité. Et il y a un autre élément qui est en termes d'attribution, parce que là, on parle de l'impact que va avoir une startup, et l'impact que va avoir une startup sur la biodiversité, c'est souvent assez dur à mesurer parce que la dégradation de la biodiversité ou la régénération de la biodiversité, c'est quand même un phénomène multifactoriel où typiquement, c'est parce qu'il va y avoir une solution qui permet d'avoir une pêche plus durable, à côté de ça, une solution qui permet de limiter la pollution, à côté de ça, une initiative qui va restaurer des écosystèmes locaux, et à côté de ça, d'autres entreprises qui vont travailler à réduire la pression liée au changement climatique, qu'on va avoir un impact positif sur la biodiversité. Donc, il y a aussi cette question de déjà comment la mesurer, cette biodiversité, mais ensuite comment attribuer cet impact. Donc, pour l'instant, on a mis ce sujet en pause en disant que si on arrivait à mesurer l'impact sur ces 6 autres catégories, logiquement, ça devrait quand même avoir un impact en se cumulant positif sur la biodiversité. Mais je pense qu'il y aura une V2 de l'Ocean Impact Navigator dans quelques années quand la science sera capable de nous donner des orientations plus claires sur comment mesurer ce phénomène. Alors maintenant, si je fais le double-clic sur ces 6 catégories, donc vous retrouvez les 6 catégories à gauche de la slide, qui chacune regroupe entre 4 et 6 KPI beaucoup plus spécifiques. Donc on en a 30 en tout. Et la grande majorité, on s'est attaché à avoir des KPI qui sont quantifiables. Donc pour chacun d'entre eux, il y a une unité. Ça va être des tonnes, ça va être des mètres carrés, ça va être des hectares, ça va être des nombres d'emplois, des choses comme ça. Mais on s'est quand même laissé la place pour certains KPI un peu plus qualitatifs
qui nous paraissaient comme importants et qui correspondent à un vrai impact qu'ont certaines startups, mais pour lesquelles aujourd'hui, on est incapable d'avoir une unité ou un métrique unique sur lequel tout le monde va s'aligner. Et je pense que pour illustrer ce propos, on peut prendre le KPI A3 sur l'aspect bien-être animal et l'aspect bien-être animal, où ça va être à la fois comment une ferme d'algues va avoir une méthode et une technologie pour éviter qu'il y ait des cétacés qui viennent se prendre dans leurs installations. Ça va être à la fois des technologies liées à la pêche ou à l'aquaculture qui permettent que les animaux soient mieux traités. Donc là, ça va être vraiment très différent. L'approche et la façon de mesure, d'exprimer cet impact va être très différent selon la startup. Donc là, on était incapable de donner une unité pour tout le monde. Et on va retrouver ça, par exemple, on a aussi d'autres KPI qui sont un peu moins spécifiques. Et je vous donne l'exemple de B6, par exemple, dans toutes les pollutions. Donc, on a de B1 à B5 un certain nombre de pollutions clairement identifiées, mais on est conscient qu'il y a plein d'autres types de pollutions qui sont un peu plus niches, mais qui malgré tout sont importantes. Et donc là, plutôt que d'avoir une liste infinie de KPI hyper spécifiques, on a un KPI général qui est pour toutes les impacts sur les autres pollutions. Donc là, on n'aura pas une unité partagée par tout le monde, mais chaque startup qui va reporter dans ce KPI B6, si c'est une startup qui travaille sur les métaux, la pollution des métaux lourds, eux-mêmes diront voilà notre impact sur la pollution métaux lourds qu'on mesure avec telle unité. Ça va être autre chose pour une boîte qui a une solution pour la pollution chimique, autre chose pour une boîte qui travaille sur la pollution sonore, etc., etc. Donc voilà le groupe à peu près les 30 KPI qu'on a sélectionnés de manière extrêmement itérative et collaborative avec ce groupe de travail et des experts externes. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Donc là, je suis encore vraiment dans la théorie, mais comment ça se passe si vous êtes une startup qui vous voulez utiliser cet Ocean Impact Navigator? L'idée était de dire que beaucoup de startups, en fait, ont des impacts sur plusieurs dimensions. Et donc, on voulait sortir un peu de cette façon de voir les choses en disant « Ah, toi, tu es une startup qui fait de la chose contre la pollution, donc on te met dans telle boîte. Ah, toi, tu es une startup qui fait de la restauration, on te met dans telle boîte. » En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent avoir des impacts sur différentes dimensions en parallèle. Alors, certains qui sont plutôt leurs priorités, d'autres qui sont plutôt des co-bénéfices. Mais l'objectif était que chacun puisse puisse exprimer cette diversité d'impact. Donc, vous retrouvez à droite en colonne les 6 grandes catégories, avec en dessous le niveau de détail inférieur, c'est tous les KPI, les 30 KPI. Et donc, imaginons que chaque startup correspond à une ligne sur ce tableau. Eh bien, une startup qui a une technologie pour mieux monitorer les poissons en aquaculture, ça va permettre d'utiliser moins de feed, moins d'aquafeed et donc moins de pêche de poissons pour nourrir ces poissons. Donc, ça va permettre de restaurer, d'avoir des ressources qui sont non utilisées en mer. Donc, ça, ils sont capables de quantifier le nombre de tonnes. Il y a certains KPI, donc quand il y a marqué 1, 2, 3, c'est que là, on peut faire un calcul et reporter de manière quantitative sur cet impact. Et quand c'est des petits signaux, les petits carrés, triangles, ronds, c'est que là, on va reporter de manière qualitative en disant aujourd'hui, soit le KPI est de nature qualitative, donc je ne peux pas reporter dessus chiffré, mais je vais expliquer quand même mon impact, soit parce que ma boîte est trop jeune, parce que je n'ai pas encore accès aux bonnes données, ou parce que mon impact est potentiellement plus indirect si j'ai une technologie plutôt de type enabler, je vais expliquer de manière qualitative comment je pense avoir un impact sur tel ou tel KPI. Et donc, vous voyez à travers ces 3 exemples, ces 3 lignes de startup, qu'elles ne sont pas cantonnées à une catégorie, elles peuvent avoir un impact sur toutes sortes de catégories d'impact. Le point suivant sur lequel je voulais vraiment insister, c'est qu'on n'a pas la prétention que ce navigator devienne un outil qui remplace tous les autres. Donc, dans un premier temps, toutes les boîtes qui ont travaillé toutes les organisations qui ont travaillé sur cet Impact Navigator, ils prennent ce navigator comme un outil au sein d'une stratégie de mesure d'impact plus large. Et donc, Christian, je vais sans révéler de secret, je vais parler de l'exemple de Sven Blue Ocean.
Ils utilisent Ocean Impact Navigator sur la partie vraiment KPI d'impact, mais ça ne les empêche pas d'avoir une stratégie de mesure d'impact plus large avec un impact committee, avec des experts externes qui leur permettent de donner un avis neutre et informé sur les boîtes qu'ils vont revoir lors des due diligence. Ils ont leur propre stratégie pour avoir une partie des bénéfices qu'on appelle le carry, qui est indexé à la performance d'impact. Et donc ça, ils ont leur propre outil qui viennent en plus en interne. Deuxième élément, là, on parle vraiment d'impact, mais chaque entreprise et les investisseurs qui vous les accompagnent vont malgré tout quand même suivre des KPI beaucoup plus opérationnels et business qui peuvent être des bases de calcul qui sont ensuite pondérées par des coefficients, etc., qui servent au calcul des KPI d'impact, mais on ne va pas retrouver dans le navigateur en tant que tel. Des KPI classiques de chiffre d'affaires, profitabilité, coût, cash flow, mais aussi des KPI très opérationnels. Je donnais l'exemple tout à l'heure d'une boîte qui fait des systèmes de monitoring d'aquaculture. Eux, ils vont certainement regarder combien de boîtiers ou de caméras ils ont installés chez des clients, combien ils ont de clients, quel est le taux de casse, enfin, toutes sortes de choses très opérationnelles que le navigateur n'est pas censé remplacer. Et la troisième chose, c'est qu'on a aussi volontairement décidé avec la coalition qu'on ne couvrirait pas avec l'Ocean Impact Navigator tous les KPI un petit peu obligatoires, notamment souvent on parle de ESG et il y a pas mal d'indicateurs autour du travail des enfants, de la corruption, etc., qui sont plutôt des must-have que là, on n'a pas voulu couvrir là, et parce qu'en général, selon le pays et la réglementation locale, ce sont des obligations de toute façon, mais ce n'est pas nécessairement uniformisé à l'échelle internationale. Donc là, chaque startup et chaque fonds, en fonction de ses contraintes légales, ira faire aussi son reporting obligatoire sur ces autres éléments. Alors, dernière chose, une fois qu'on a développé la théorie avec ce groupe de travail l'année dernière, on a fait un peu tourner les chiffres pour se rendre compte de comment ça serait utilisé et utilisable pour les startups qui font partie de la coalition, qui sont associées et supportées par les membres de la coalition. Donc, à l'époque, on a fait l'analyse, on en avait 267 qui étaient associés à la coalition. Et donc là, la première chose qu'on a regardé, c'est si vous vous rappelez le petit tableau que je vous ai montré, on a passé au crible les 276 startups en se disant, sans faire le reporting à leur place, je vous rassure, mais comme ça, en regardant, en connaissant les boîtes, dans combien de zones d'impact chacune des startups va reporter. Donc, on se rend compte que de toutes les startups, il y a au moins une zone d'impact dans laquelle ils vont reporter, que ça soit plutôt pollution, que ça soit plutôt gestion durable des ressources, que ça soit plutôt changement climatique, que ça soit plutôt socio-économique. 97% sont au moins dans 2 zones d'impact, la moitié au moins dans 3 zones d'impact, etc., etc. Et on a quand même 3% qui étaient dans 5 zones d'impact. Donc là, ça renforce ce message que je voulais faire passer, qu'on voulait vraiment sortir du paradigme de dire, toi, tu es une boîte de pollution, tu reportes que sur ta pollution. On se rend vraiment compte que ça a de la valeur pour les startups de montrer qu'ils peuvent avoir un impact multifactoriel. Et on a fait une autre analyse qui était de voir aussi comment ce navigator peut aider les investisseurs, la philanthropie, les accélérateurs à identifier un peu les zones de pression sur les océans qui sont sous-adressées. Donc, on a aussi regardé par rapport à ces 6 grandes catégories d'impact sur lesquelles les startups travaillaient en priorité. Et ça permet, par exemple, de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui travaillent sur tout ce qui est pêche durable, aquaculture durable, etc. Beaucoup sur la pollution, beaucoup sur le climat, mais qu'on a un pipeline un peu plus faible sur tout ce qui est protection, restauration des écosystèmes et sur tout ce qui est adaptation au changement climatique, qui, ce n'est pas vraiment une surprise parce que c'est des domaines où c'est quand même plus dur de trouver une équation économique et un business model profitable. Mais ça permet aussi à des organisations qui sont peut-être un peu plus philanthropiques ou dans l'accompagnement de voir qu'il y a un trou dans la raquette ici et que c'est des sujets sur lesquels ils peuvent aider justement des boîtes à travailler leur business model et à trouver un modèle économique pour ensuite aller intéresser des fonds d'investissement. Et je vais conclure avec un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc là, le rapport est sorti exactement il y a 1 an.
Donc, dans les mois qui ont suivi, on a récupéré pas mal de feedback de la part des autres membres de la coalition et des membres externes pour voir un petit peu les choses qui devaient être adaptées. Est-ce que certains KPI devaient être changés, ajoutés, enlevés? Est-ce que sur toutes les parties annexes, parce que pour chacun des KPI, on a développé une annexe méthodologique, est-ce que c'était clair? Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter, à enlever? Et on a aussi récupéré un feedback des membres qui ont commencé à l'utiliser concrètement. Donc là, je tiens encore le chapeau à Christian et Sven Blochen qui a vraiment, dès la mise en place, dès la publication de l'Ocean Impact Navigator, a mis toutes ses équipes sur le pont pour que toutes les boîtes dans leur portefeuille soient passées à la moulinette Ocean Impact Navigator. Et donc, c'est un gros boulot parce que ce n'est pas des KPI qui sont forcément faciles à produire. Mais voilà, le boulot a été fait pour se rendre compte aussi en pratique qu'est-ce que ça voulait dire d'utiliser cet outil. Et donc, on a récupéré tous ces feedbacks. En parallèle, là, au premier trimestre de cette année, on a… Hop, je ne sais pas pourquoi c'est passé à la suivante. Au premier trimestre de cette année, on a aussi lancé une revue scientifique. Donc, on a fait appel à une grosse trentaine d'experts, plutôt du monde scientifique, pour qu'ils nous donnent leur avis sur ces KPI et cette utilisation des KPI. Donc là, à nouveau, c'était super intéressant de voir que pour la communauté scientifique, en fait, l'outil leur paraît intéressant, mais pas exhaustif. Et eux, ils aimeraient voir d'autres types d'impacts, par exemple, l'impact sur la gouvernance ou l'impact sur la biodiversité. Et donc, c'est intéressant de voir un peu ces mondes qui se confrontent où, dans l'absolu, on aimerait beaucoup aussi que le navigateur soit capable de couvrir ces choses-là. Mais encore une fois, la question de l'attribution à la startup pour qu'elle soit vraiment en charge, responsable de cet impact, et la question de la mesure font qu'aujourd'hui, on ne se sent pas prêt à aller sur ces KPI additionnels. Mais malgré tout, ils nous ont quand même suggéré des petites modifications ligne à ligne. Donc, d'ici fin de l'année, il va y avoir une mise à jour du navigator. Ça sera assez marginal, mais ça va être des petits ajustements pour rendre le navigator encore plus efficace. Et dernière chose, qui est peut-être la plus importante, c'est que donc, la théorie, c'est très bien. Et donc là, ça fait 1 an qu'on améliore la théorie et que chacun essaie de s'approprier l'outil. Mais l'objectif, c'est de transformer ça aussi en quelque chose de pratique et d'utilisable concrètement. Et donc là, la coalition vient de lancer un appel à projet pour trouver un partenaire pour transformer cette théorie en un outil informatique qui sera accessible à tous en ligne. Et donc, membre ou non membre de la coalition, tout le monde pourra utiliser cet outil, faire son reporting sur chacun des KPI, avoir accès pour chacun d'entre eux aux fiches descriptives qui guident, qui aident à comprendre comment mesurer, comment calculer, comment faire ses hypothèses, et qui permet ensuite d'en sortir des rapports qui peuvent être utilisés dans de la présentation à des investisseurs, pour aller chercher des bourses, des subventions publiques, etc., en disant qu'on s'appuie sur une méthode utilisée par tout ce groupe de gens sérieux. Et voilà, donc on va faire vraiment un outil concret, utile et pratique en ligne. Et donc, Christian, je parle sous ton contrôle, mais l'objectif, ça soit que cette version en ligne et opérationnelle soit officiellement lancée au premier trimestre de l'année 2024. Oui. Voilà pour moi. J'espère que vous avez réussi à tout suivre et merci encore d'avoir pris le temps pendant la pause déjeuner du vendredi de s'intéresser à cet Ocean Impact Navigator. Merci Adrien pour cette présentation complète. Il y a une question qui vient d'arriver dans la fenêtre de discussion de Monsieur Renaudin. Est-ce que tu as accès à la question? Est-ce que tu veux que je te la relaye? Et est-ce que tu as la possibilité d'y répondre? Alors toi ou Christian, du coup? Oui, alors je commence et Christian, je te laisse compléter. Alors peut-être juste pour ceux qui ne sont pas experts, aujourd'hui, on a une classification des fonds d'investissement selon leur positionnement par rapport à l'impact et qui peuvent être notamment article 8 ou article 9 qui correspond à le degré d'investissement dans l'impact. Et donc notamment un fonds qui est considéré article 9 est vraiment un fonds perçu comme un fonds à impact. Et aujourd'hui, par rapport à la question posée, c'est un très bon point. Il faudrait qu'on regarde où on en est aujourd'hui, notamment au niveau de la taxonomie européenne. Mais l'année dernière, quand on avait travaillé là-dessus, le problème, c'est que ce n'était pas encore très bien défini, notamment au niveau de la taxonomie européenne, pour tous les sujets océans, et donc hors climat, tout ce qui va être gestion durable des ressources, restauration des écosystèmes. Le travail n'était pas encore fait du côté public.
Et donc, il y avait encore un flou artistique autour des KPI article 9. Mais dans l'esprit, moi, je pense qu'on est assez serein pour dire que ces KPI sont défendables mettant article 9. Mais Christian, je crois que Blue Ocean, vous êtes article 9, donc je te laisse peut-être commenter de ton côté. Oui, on est article 9 et on utilise évidemment les KPIs de Ocean Impact Navigator. Donc, c'est tout à fait compatible, voire plutôt, voilà, je pense favorable d'utiliser ces KPI. Après, pour devenir article 9, il faut beaucoup plus de choses. Voilà, il faut une méthodologie, enfin une stratégie d'impact, il faut une méthodologie d'impact complète et la mesure de l'impact et donc l'Ocean Impact Navigator peuvent faire partie de cet ensemble qui permet de qualifier en tant que label article 9. Merci beaucoup. Donc, il y avait une question qui a été posée un petit peu avant par Rafaela. Donc, pour l'instant, l'outil vise et a plutôt comme cible les startups. La question, c'était la suivante. Dans quelle mesure pourrait-il s'appliquer à d'autres acteurs comme les entreprises installées, PME, grands groupes ou à l'échelle d'un projet de territoire, d'un État, etc. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de développement ultérieur pour d'autres acteurs que les startups? Je commence. Alors, effectivement, la volonté initiale, c'était vraiment startup. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas trouvé d'outils qui correspondaient 100% aux besoins et au profil des startups à impact dans l'économie bleue quand on a fait ce mapping de l'écosystème. En développant l'outil, on s'est fait entre nous la réflexion que ça pourrait effectivement déjà être utile pour d'autres typologies d'acteurs, peut-être plutôt ONG ou PME, ou voire certaines grandes entreprises. Mais je pense que pour l'appliquer, pour que ça soit utile à ces autres types d'acteurs, il faudrait quand même refaire un travail d'adaptation, ou en tout cas, ça ne sera pas forcément complètement exhaustif pour eux. Et j'en profite pour répondre en même temps. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'outil Ocean Approve de la Fondation de la Mer. C'est évidemment un outil qu'on a regardé et qu'on trouve très bien, mais on a fait le test avec des startups à impact qui ne se retrouvaient pas forcément dedans. Et moi, je pense que, par exemple, l'outil Ocean Approved, il est aujourd'hui très, très adapté à des gros corporates qui veulent comprendre comment leurs activités vont avoir un impact potentiellement négatif sur les océans et comment réduire cet impact négatif. Et donc là, ça va vraiment rentrer dans un niveau de détail plus fin et granulaire que le Navigator, mais pour ce type d'impact négatif qu'va avoir un grand groupe. Et donc là, par exemple, Ocean Impact Navigator, pour un grand corporate, est peut-être pas aujourd'hui le plus adapté. Donc peut-être que ça va plutôt être du Ocean Approved. Pour de la PME ou de l'ONG, ça peut être une bonne base, ça peut de toute façon aider à réfléchir, mais en tout cas, ça n'a pas été construit avec cet objectif initial. Merci beaucoup pour les réponses à ces questions qui étaient effectivement liées. On n'a pour l'instant pas d'autres questions, donc je vais laisser un peu de temps aux participants. Aurélie, je vois qu'il y a une question sur est-ce que les KPI sont alignés aux instruments UE ou internationaux? Oui, si vous téléchargez les annexes techniques, en fait, pour chacun des KPI, alors, pardon, je corrige, pour 90% des KPI, ils sont indexés sur des KPI existants avec des méthodes existantes, recommandées justement à droite et à gauche par différents acteurs, différentes organisations internationales ou différents outils. Et il y a peut-être 2 ou 3 KPI qu'on a plutôt créés ensemble en proposant une méthode, mais la grande majorité sont complètement alignés sur des choses existantes. Simplement, on les a regroupés et sélectionnés pour que ça corresponde aux besoins de ces startups de l'écosystème Bleu Innovation. Il y a une nouvelle question qui est arrivée, celle de Rafaela, qui indique, mais ne pourrait-on pas se positionner l'outil sur les impacts positifs économie régénérative? Je ne suis pas complètement sûr de comprendre la question parce que justement, la façon dont on a construit ce navigator était dans une logique impact positif. Donc, il y a quand même pas mal d'indicateurs, pas tous, hein, mais il y en a quand même pas mal qui sont plutôt tournés positifs, plutôt sur l'amélioration du bien-être, la préservation de la biomasse, la restauration d'écosystèmes, etc. Et même la façon dont sont présentées les catégories d'impact, on a vraiment voulu les formuler comme étant
comment on va se diriger vers un océan propre plutôt que comment on va réduire la pollution. Alors, c'est assez cosmétique et c'est plutôt des éléments de langage, mais ça montre que la volonté derrière est d'être sur de l'impact positif et la stimulation de l'économie régénérative plutôt que justement être sur on veut faire moins pire. Alors, visiblement, Raphaëla souhaite prendre la parole. Alors, normalement, on ne fait pas ça, mais tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole si tu veux. Oui, je me permets de prendre la parole parce que, en fait, je pense que votre positionnement, c'est effectivement, dès le départ, un pacte positif. Et en fin de compte, dans l'état des lieux que vous avez fait, peut-être que justement, quand on veut élargir au-delà des startups, on est en général sur des outils qui sont à limiter les impacts négatifs, peu rentre dans la démarche d'aller vers la quantification, l'évaluation d'une économie à impact positif. Donc, voilà, c'est un commentaire, une réflexion que je faisais dans le sens où c'est peut-être là aussi on peut peut-être élargir la portée de l'Ocean Impact Navigator. Oui, d'accord. Merci Raphaëla pour la précision. Donc, je pense que ça correspond à ce que j'essaie d'exprimer, notamment avec la complémentarité avec Ocean Approved comme autre framework. Ma compréhension, c'est que c'est quand même plus sur de la réduction d'impact négatif. Et c'est là où les deux, pour l'instant, sont complémentaires. Est-ce que le Navigator, à terme, va s'élargir pour toucher une base plus large? Je ne suis pas sûr que ça soit aujourd'hui. Enfin, Christian, je te laisse peut-être réagir là-dessus, mais je ne sais pas si c'est dans le mandat de la coalition. Je pense qu'il y a le potentiel, mais qu'effectivement, là, on est quand même concentré sur rendre l'outil le plus utile et opérationnel possible pour les startups. Mais on partage avec toi, Raphaëla, l'idée que il peut avoir un potentiel plus large. Donc, dès qu'on pourra, on travaillera à élargir. Donc, il y a une autre question dans la fenêtre de dialogue, mais moi, je voulais juste faire un call to action lors de cette intervention pour dire qu'on va inviter donc, les startups de notre réseau, donc, qui sont membres de Respect Océan, à participer à un groupe de travail à la rentrée qui permettra justement d'approfondir un peu et de tester l'outil. Voilà. Du coup, il y a une autre question par rapport au fait, est-ce qu'il y aura une reconnaissance visuelle suite à l'utilisation d'une entreprise de cet outil? Christian, je te laisse réagir parce que c'est peut-être plus avec la casquette coalition. Ouais. En fait, donc l'outil, avec l'outil en ligne, ce sera le cas d'une certaine manière, puisque les entreprises qui vont utiliser l'outil seront visibles dans la base de données de l'impact de l'outil. Après, est-ce qu'il y aura une reconnaissance particulière avec un label officiel? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais même pour les startups qui sont membres qui sont appuyés par des membres de 1000 Ocean Startups, on n'a pas encore mis en place de label. Par contre, voilà, les startups sont quand même listées sur le site, mais on n'a pas encore établi un cadre où des startups pourraient communiquer en disant on est labellisé, entre guillemets, 1000 Ocean Startups. Par contre, on l'empêche pas non plus. Surtout si on a listé les startups sur le site, c'est qu'il y a une forme de reconnaissance de toute façon. Mais on réfléchira à quelque chose de plus formel potentiellement. Quant à l'utilisation du Navigator, ce que ça demanderait, c'est aussi une sorte de vérification de la qualité du reporting. Je ne pense pas qu'on puisse donner un label juste parce que quelqu'un a fait du reporting. Il faudrait que ce soit une vérification de la qualité. Et ça fait partie aussi d'un autre chantier du Navigator, c'est de voir comment on pourrait mettre en place des formes d'audit. Comme pour tout standard, il y a des audits à un moment, que ce soit des reporting comptables ou autres. Là, c'est du reporting d'impact, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et ça, ce n'est pas encore fait.
Donc, voilà, il n'y aura pas de label, je pense, pour l'utilisation du Ocean Plan Navigator avant qu'on ait atteint cette étape. Ce n'est pas tout de suite. Après, encore une fois, il y a quand même une forme de responsabilité disons, de contrôle de qualité implicite par le fait que tous les startups, il va y avoir les groupes de startups qui sont associés à des membres de 1000 Ocean Startups qui, voilà, ont quand même, qui essaient je pense, travaillent avec leurs startups pour atteindre certains standards de robustesse, de qualité dans le reporting. Donc, celles-là seront quand même identifiées. Donc, les startups qui reportent par l'outil et qui sont membres de 1000 Ocean Startups sont clairement identifiés et cela en soi, je pense, constitue une forme de reconnaissance aussi supplémentaire. Je ne sais pas, Adrien, ce que tu penses de ça. Ouais, je suis complètement aligné avec toi et je voulais simplement rajouter ce que je l'ai vu concrètement passer. J'ai déjà vu passer des pitchs de start-up depuis quelques mois qui proactivement disent, quand ils font leur pitch, ils disent bah, voilà le problème qu'on essaie d'adresser, voilà notre solution, voilà notre plan, notre BP, où est-ce qu'on veut aller. Et la façon dont on mesure notre impact, c'est en s'appuyant sur la méthode de l'Ocean Impact Navigator. Donc, en particulier, on va s'attacher à suivre les KPI X, Y, Z. Et donc ça, c'est pas un label, c'est pas un coup de tampon, mais typiquement, si ce pitch arrive dans les mains d'un des membres de la coalition, ou tous les investisseurs, notamment qui investissent dans des solutions Impact Océan, je pense que ça peut être un plus parce que ces membres-là, de toute façon, utilisent maintenant cette grille de lecture. Donc, c'est pas tant un label une fois que c'est fait, mais ça peut être une façon de renforcer la robustesse d'un pitch pour aller voir des investisseurs. Bon, il y a Renaudin qui a une question taquine sur qu'est-ce qui se passe quand plusieurs fonds se disputent un même projet, l'investissement dans un même projet. Je dirais que c'est un peu comme entre tous les fonds, il peut y avoir de la compétition et elle peut être assez vigoureuse. Voilà. Après, on est quand même dans un écosystème où on est encore jeune, enfin l'écosystème est encore jeune, on est tous des acteurs qui sommes voilà, portés par une mission commune pour contribuer à régénérer la santé de l'océan. Donc globalement, il y a quand même plus de collaboration et de coopération que voilà, de pure compétition, même si voilà, cela existe. Voilà. Moi, enfin, je trouve qu'on a plutôt plus co-investi et en très bonne entente, avec de la complémentarité avec d'autres membres de la coalition qu'on s'est disputé des deals jusqu'à présent. Merci d'avoir Et répondu. je confirme que même si sur un deal précis, comme dit Christian, parfois les places sont chères pour être autour de la table, pour avoir travaillé de manière hyper collaborative avec tout ce groupe de travail, enfin, on a l'impression qu'on n'est pas avec des concurrents. Il y a vraiment une vraie volonté de travailler ensemble, de partager son expérience. Par exemple, Christian a présenté au reste de la coalition sur des exemples concrets de boîtes dans lesquelles Blue Ocean a investi, quels calculs ils ont fait, quelles hypothèses ils ont prises pour reporter sur les KPI A, B, C, D. C'est pas quelque chose qui serait fait dans un milieu ultra compétitif où les gens se tirent dans les pieds. Il y a quand même une bienveillance et une vraie collaboration entre les membres. Merci d'avoir répondu à cette question un peu taquine. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Je regarde s'il y a des questions qui ont été soumises via l'événement rediffusé en ligne sur LinkedIn. Nous n'en avons pas. Donc, on termine un peu plus tôt que prévu, mais on vous laisse quelques minutes pour poser vos questions, vos dernières questions, si vous en avez, avant de clôturer donc, cette session d'aujourd'hui. Peut-être un mot de la fin pour Adrien et Christian. Alors, pour moi, déjà, je voudrais juste aussi saluer Sam Zach, que vous avez vu qui répondait à un certain nombre de questions. Voilà, il fait partie du Lighthouse. Donc, hi Sam. Donc voilà, j'en profite pour remercier voilà, pour tout son travail, d'avoir appuyé en cachette presque voilà, cette discussion. Et puis ensuite, en plus, je découvre ton français, Sam. Je savais pas. Voilà. Donc voilà. Et sinon, encore une fois, juste remercier Respect Océan et puis chacun de vous pour voilà, votre intérêt pour ce travail. Et j'espère qu'il va nous aider à avancer ensemble
pour voilà, régénérer la santé de l'océan. Et avant de conclure aussi de mon côté, je vois qu'il y a une dernière question qui est arrivée. Quelles sont les grandes startups françaises de la coalition? Vu que là, alors, il n'y a pas de startup dans la coalition, il y a des membres qui sont investisseurs ou fédérateurs de startups. Mais dans les 330 startups qui sont associées à la coalition, il y en a certaines de françaises. Christian, peut-être que tu peux juste déjà dire dans ton portefeuille, tu en as peut-être déjà une ou deux prometteuses françaises, non? Oui, on a Spinergy, on a une boîte dans la décarbonisation du transport maritime, on a 900 Care, peut-être que vous connaissez, donc des produits d'hygiène personnelle, mais sans emballage. Il y a Bibac qui sert des sociétés comme Sodexo ou Compass pour les aider dans le déploiement de la consigne à la place des emballages à usage unique. Voilà, un certain nombre de sociétés comme ça. Et moi, je voudrais compléter en expliquant que donc, en tant que membre de la coalition, tous les ans, nous envoyons la liste de nos startups aussi à la coalition qui, au travers de leur adhésion à Respect Océan, sont effectivement listées dans les startups de la coalition. Et donc, si j'ai le privilège d'avoir le mot de clôture, moi, je voulais vous remercier vous être connectés, d'avoir écouté attentivement. Je ne peux que vous inviter dans un premier temps à regarder un peu ce qui est sur le site de la coalition, notamment télécharger ce rapport qu'on a publié l'année dernière, qui, au-delà de présenter l'outil, présente aussi un peu les dynamiques sur l'écosystème, avec certaines des analyses que Christian a présentées au début du webinaire. Et vraiment, pour ceux qui sont membres de Respect Océan, vous avez Aurélie qui est en train de devenir une championne de l'Ocean Impact Navigator et donc qui va pouvoir aussi progressivement vous aider à utiliser cet outil au quotidien. Et donc, je pense qu'en attendant la partie technique et informatique qui sera mise en ligne au début de l'année, c'est un bon moment pour commencer déjà à voir comment vous pouvez tester l'impact de votre business et de votre solution contre cette grille d'analyse. Et en tout cas, merci à tous pour votre attention et j'espère qu'on va multiplier le nombre d'utilisateurs après cette heure passée ensemble. Et donc, vous serez invité à partir de la rentrée, septembre-octobre, à un groupe de travail pour justement qu'on creuse un peu plus ensemble l'utilisation concrète et pratique de cet outil. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Donc, l'enregistrement sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube dans les semaines à venir. Donc, en tout cas, avant la pause estivale. Pour celles et ceux qui sont intéressés et qui sont dans le domaine du tourisme ou qui connaissent des gens dans le domaine du tourisme, nous avons également un autre grand programme qui s'appelle le programme Biodiversité marine et économie, qui déploie des groupes de travail et nous lançons un deuxième groupe de travail autour des thèmes évasion, villégiature et protection de l'océan. Nous avons déjà une 50aine d'inscrits à cette réunion de présentation qui sera en gros le lancement du groupe de travail numéro 2. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez me contacter via LinkedIn ou aller voir sur notre site internet ou sur notre page LinkedIn les liens d'inscription pour prendre part à cette réunion. Et n'hésitez surtout pas à la diffuser afin que les éventuelles entreprises et organisations intéressées puissent en apprendre davantage sur cet autre programme qu'on déploie depuis 2 ans. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci d'avoir pris le temps de participer, comme le disait Adrien, sur le temps de votre pause déjeuner à cette présentation. Et on est à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir sur la coalition, l'outil et Respect Océan également. Merci Christian et merci Adrien pour votre disponibilité aussi.